3 jours de silence ont suffi pour faire basculer un pays, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Puis une phrase, nette et tranchée, a percuté le Burkina Faso. 2 chiffres, 0 dette, 40 km². Soudain, devenait un paradoxe vivant, défiant toutes attentes. Alors une question surgit, abrupte. Que signifie ce pari pour chacun lorsque Ibrahim Traoré place le ciel à portée de mains ordinaires? Entre promesses et vertige, une fissure lumineuse s'est ouverte. Le pari dévoilé au petit matin n'était pas seulement audacieux, il redéfinissait la notion même d'infrastructure souveraine. La promesse centrale tenait en 10 mots: un aéroport construit sans dette, ni tutelle extérieure, une ligne claire qui attirait autant qu'elle inquiétait. Si ce chantier tenait, il deviendrait un précédent continental. S'il échouait, il laisserait dans le sable une leçon amère sur les limites du volontariat massif. Mais les faits initiaux suffisaient déjà à fixer les enjeux. Un territoire enclavé tentait d'ouvrir une fenêtre vers le monde en n'utilisant que ses propres ressources, son énergie solaire, ses mains et sa détermination. Cette tension entre promesses d'envol et risque de chute maintenait l'attention de tout un pays, des casernes aux hameaux, et une question discrète filtrait, comme un micro-hook. Si un peuple réussit à bâtir un tel symbole, qu'est-ce qui pourrait encore lui être refusé? Le mini-reveal apparut au matin du 3e jour, le silence du ciel n'était pas un arrêt, mais un signal de départ. Et la première donnée tangible tomba. 40 km² de pistes et de structures allaient s'élever sans prêts étrangers, comme une équation posée à même le désert. Dans la déclaration publique qui suivit, Ibrahim Traoré transforma ce qui semblait un geste symbolique en projet architecturé. Il décrivit un aéroport conçu non comme une extension logistique, mais comme un acte de souveraineté mesurable. Cette bascule, rapide et méthodique, surprit autant les chancelleries que les observateurs locaux, car les images du terrain contredisaient immédiatement les récits d'isolement. Les premiers camions avançaient déjà, chargés d'acier, de sable compacté, d'équipements solaires et d'équipes venues sans contrat préalable. Les villages du Sahel réagirent avec une cohésion inattendue. Des paysans désertèrent leurs champs pour rejoindre les zones de terrassement, des étudiants arrivèrent avec des outils improvisés, des soldats déposèrent momentanément leurs armes pour pousser des brouettes. Cette confluence humaine donna au chantier un rythme continu, presque organique. Les rédactions étrangères interprétèrent cette dynamique comme un emballement émotionnel. Pourtant, sur le terrain, tout avait la précision d'une chorégraphie. Chaque équipe avait son périmètre, chaque zone son référent, chaque tâche un découpage clair. Les lampes solaires bricolées illuminèrent les travaux à la tombée du jour, prolongeant l'effort sans le forcer. Un vieil homme, interrogé devant une dalle fraîche, formula d'une voix calme ce que beaucoup pensaient. « Nous voulons voir l'Afrique voler avant de mourir. » La phrase circule de village en village, dépassant rapidement son statut d'anecdote pour devenir rituel. Elle servit de pivot narratif à la population, un repère qui donnait du sens à l'effort commun. Là où certains observateurs voyaient mais naïveté, les habitants voyaient une cohérence intime. Un pays enclavé tentait littéralement de s'ouvrir un horizon, et dans cette ouverture se dessinait une certitude nouvelle, que la foi collective pouvait devenir une méthode, et la méthode une infrastructure. Au cœur du chantier en pleine expansion, une silhouette discrète servait de repère. Un jeune soldat surnommé le frère de poussière. Il ne détenait aucun titre officiel, mais son rôle s'imposait naturellement. Quand une machine calait, il improvisait une solution. Quand une équipe hésitait, il redessinait le plan de travail à même le sol. Son calme devint un langage commun pour les volontaires qui affluaient, jour après jour, depuis les villages voisins. Autour de lui, la chaîne humaine s'allongeait. Des étudiants prêtaient main forte aux anciens militaires, des maires s'occupaient des réserves d'eau, tandis que des artisans réparaient les outils venus du désert. Cette circulation continue d'énergie donnait l'impression d'une organisation spontanée mais parfaitement fluide. Chaque geste trouvait sa place. Chaque effort s'intégrait à un ensemble plus large. Les chants du matin rythmaient la répartition des groupes. Les rires soulageaient la fatigue lorsque la chaleur laminait les ombres. Au milieu de cette effervescence, les visites régulières et silencieuses d'Ibrahim Traoré ajoutaient une dynamique inattendue. Il ne prononçait que quelques mots,
souvent des questions simples adressées à un volontaire, mais ces échanges suffisaient à relancer l'ardeur collective. La rumeur de sa présence se propageait rapidement, attirant de nouveaux bras comme si le chantier lui-même appelait. Les premiers effets se manifestèrent dès les premières semaines, une coordination plus sûre, des tâches mieux séquencées et une confiance accrue dans la progression visible des fondations. L'effort n'était plus celui de quelques-uns, mais d'une communauté entière qui avançait au même rythme. Et le sens semblait clair. Ce qu'ils construisaient dépassait la simple infrastructure. Avant la première aube, le chantier n'était qu'une étendue sableuse marquée par quelques piquets alignés. Après les premières 48 heures, il devint un théâtre d'action rapide, une succession de gestes précis qui transformaient le désert en atelier à ciel ouvert. Le déclencheur fut net, l'afflux massif de volontaires. Une file de camions poussiéreux arriva depuis Ouagadougou, suivie de charrettes chargées d'outils. Les premiers coups de marteau résonnèrent au lever du soleil, créant un rythme sec qui donnait la cadence. Les heures suivantes, la progression s'accéléra. Des tranchées furent creusées à la main, des fondations esquissées à l'aide de niveaux improvisés. L'air vibrait sous la chaleur, mais chaque équipe avançait sans relâche. Les femmes installèrent des tentes de fortune pour servir de point d'eau, les artisans trièrent l'acier récupéré sur d'anciens véhicules militaires, martelant, ajustant, renforçant. Des adolescents repéraient les zones à déblayer, guidant les anciens avec une efficacité surprenante. Le chantier ressemblait à une mosaïque de tâches synchronisées, chacune alimentant la suivante. Au troisième jour, la longue bande de terre compactée prit forme, évoquant déjà une piste préliminaire. Les radios locales diffusèrent les bruits du site. Moteurs rauques, marteaux frappants, chants mêlés au vent. Cette diffusion créa un effet de tirage. Des groupes entiers quittèrent les villages pour rejoindre la zone, augmentant le volume de travail d'heure en heure. Les gestes s'enchaînaient, déchargés, triés, coupés, soudés, lissés. Pas de pause inutile. Chaque action poussait la suivante, comme une vague continue qui refusait de se briser. Vint ensuite le premier moment de tension. Des éditorialistes étrangers parlèrent de spectacles politiques, mais sur le terrain, on construisait. Puis les images satellites révélèrent quelque chose d'inattendu, plusieurs kilomètres de pistes déjà visibles. Ce choc fit basculer le récit extérieur. Les sanctions tombèrent rapidement, transferts suspendus, contrats gelés, fournisseurs retirés. Le Burkina Faso fut coupé des circuits habituels. Pourtant, cette rupture n'arrêta rien. Elle activa un second mouvement. Les mécaniciens transformèrent d'anciens camions en bétonnières, soudant des roues usées, fixant des chaînes, inventant des systèmes d'agitation artisanaux. Les pièces rouillées devinrent poutres, les tôles percées devinrent coffrages. Le 5e jour marqua un nouveau tournant. Une tempête de sable s'abattit brutalement, réduisant la visibilité à presque rien. Les volontaires se regroupèrent, protégeant les matériaux sous des bâches, tenant les structures naissantes à l'aide de cordes. Lorsque le vent se calma, la poussière retomba en révélant des silhouettes immobiles mais résolues. Les équipes se relevèrent, essuyèrent leurs visages, reprirent immédiatement leurs outils. Cette résilience impressionna même les sceptiques. Puis, une scène marqua profondément le site. Ibrahim Traoré, revenu au milieu des ouvriers, prononça une phrase simple. « Si le ciel nous refuse des ailes, la terre nous apprendra à voler. » En une nuit, ces mots parcoururent le chantier. On les peignit sur les camions, on les grava sur des planches, on les murmura dans les maisons. Et le chantier changea de dimension. Ce n'était plus une exécution technique, c'était un serment collectif. Le mouvement d'ensemble devint irrésistible. Les gestes s'intensifièrent, les équipes se formèrent sans ordre, les jours se succédaient en progression constante. Le désert, d'abord silencieux, battait désormais au rythme d'un pays entier qui avançait, non par contrainte, mais par conviction. La transition du possible vers le mesurable devint claire lorsqu'un premier bilan officiel fut publié. 42% des pistes étaient tracées, une base concrète qui révélait l'ampleur réelle du travail accompli. Cette proportion montrait un rythme d'avancement inhabituel pour un projet sans financement extérieur. Puis un deuxième indicateur surgit. 27% des structures métalliques étaient déjà montées. Un chiffre qui témoignait d'une capacité d'ingénierie née directement du terrain. Enfin, une donnée surprenante compléta le tableau. 100% de l'énergie utilisée provenait de panneaux solaires locaux,
une preuve que la contrainte énergétique avait été transformée en ressource structurante. Ces 3 mesures, simples mais puissantes, redéfinissaient l'analyse. Là où les partenaires étrangers anticipaient des lenteurs, les courbes montraient une progression quasi continue. Après chaque pourcentage, le chantier semblait gagner une nouvelle vitesse, comme si chaque unité supplémentaire de travail consolidait non seulement la structure, mais aussi la confiance collective. Les équipes puisaient dans ces chiffres une motivation renouvelée, et les villages environnants y voyaient un signe concret que leurs efforts trouvaient une traduction matérielle. Dans les hameaux du Sahel, les mêmes panneaux destinés à l'aéroport commencèrent à illuminer des foyers autrefois plongés dans l'obscurité. Cet effet secondaire, non planifié, généra un basculement social. Des enfants firent leurs devoirs à la lumière produite par les propres mains de leurs parents, des femmes préparèrent leurs repas sous des lampes solaires stables. Les anciens prièrent devant des maisons devenues étoiles. Chaque ampoule allumée devenait la matérialisation d'une promesse, celle d'une haute autonomie progressive. Les réseaux africains amplifièrent ces développements. Des millions de messages circulaient avec les phrases d'encouragement reprises d'un village à l'autre. À Nairobi, des étudiants taguaient sur les murs les mots attribués à Ibrahim Traoré, transformant ces déclarations en slogans générationnels. À Accra, les sermons dominicaux y faisaient référence, et à Dakar, elles devenaient des refrains musicaux. Cette diffusion rapide montrait combien les chiffres dépassaient leur fonction technique. Ils portaient une charge symbolique, l'idée qu'un pays isolé par des sanctions pouvait néanmoins générer une dynamique interne suffisamment forte pour modifier la perception continentale. Pour les observateurs internationaux, le changement fut brutal. Les banques qui avaient suspendu leur transfert durent reconnaître que le chantier avançait malgré elles. Les rapports confidentiels évoquaient désormais un risque d'autonomie logistique, expression qui traduisait l'inquiétude de voir émerger un modèle échappant au circuit traditionnel. Les analystes, dans leurs notes, ajoutaient que chaque pourcentage gagné représentait un vote silencieux pour l'indépendance structurelle. Les experts calculaient les coûts théoriques, mais les images satellites montraient autre chose. Des fondations qui prenaient forme semaine après semaine sans machines importées, sans crédits multilatéraux. Dans les villages, personne ne parlait de géopolitique, on parlait de lumière, on parlait de progrès visible, on parlait des gestes répétés qui rendaient le sable habitable. Et au centre de cette dynamique, Ibrahim Traoré avançait sans podium, observant les travaux avec la même sobriété qui avait caractérisé l'annonce initiale. Les chiffres, froids et nets, racontaient une histoire brûlante, celle d'un peuple qui transformait sa propre foi en équation pragmatique. Les critiques formulèrent d'abord une thèse rigoureuse. Un projet d'aéroport sans prêts extérieurs risquait de condamner le Burkina Faso à une impasse financière. Selon eux, aucune infrastructure durable ne pouvait naître d'un chantier reposant sur du volontariat, des matériaux recyclés et une énergie solaire artisanale. Cette position, largement relayée par les chancelleries occidentales, s'appuyait sur un postulat classique: sans capitaux, pas de viabilité, sans partenaires, pas de stabilité régionale. Un deuxième argument suivit, plus technique. Des économistes estimaient le coût théorique du chantier à 1,8 milliard de dollars, un montant que les modèles traditionnels jugeaient impossible à couvrir sans aide internationale. Ils ajoutaient que l'absence de supervision extérieure compromettait la fiabilité des structures et que l'isolement financier exposait le pays à des retards irrémédiables. Dans cette perspective, l'initiative apparaissait comme une démonstration politique vouée à heurter les limites matérielles. Face à ces objections structurées, les partisans du projet apportaient une lecture tout aussi solide. Ils rappelaient que les dépenses réelles du chantier étaient presque nulles, précisément grâce à l'usage systématique de matériaux réemployés, d'ingéniosité locale et de travail bénévole. Ils soulignaient que l'énergie solaire, déjà opérationnelle à 100% selon les bilans, éliminait l'un des postes les plus coûteux d'une infrastructure classique. Cette approche inversait la logique financière habituelle. Au lieu d'additionner les investissements, on réduisait les dépendances jusqu'à les rendre négligeables. La réponse la plus décisive venait toutefois d'un fait observé sur le terrain. Les images satellites
confirmait une progression constante des pistes et des structures. Là où certains prédisaient l'immobilisme, les fondations s'étiraient sur le terrain de semaine en semaine, prouvant que le modèle alternatif fonctionnait, et l'argument moral, souvent relégué au second plan, prenait ici une densité nouvelle. Un pays enclavé par les sanctions produisait une infrastructure majeure avec ses propres ressources. Cette inversion, d'une faiblesse présumée vers une capacité démontrée, servait de contrepoint logique au scepticisme initial. Dans cette confrontation d'idées, aucune partie n'était caricaturée. Les réserves soulevées méritaient d'être entendues, mais les faits disponibles, eux, indiquaient clairement que le chantier ne relevait ni du mirage, ni du geste symbolique. Il reposait sur un système cohérent où contraintes, solidarité et méthode formaient un tout fonctionnel. La bascule fut immédiate. Lorsque les premiers foyers autour du chantier s'illuminèrent grâce aux panneaux solaires initialement destinés aux pistes, quelque chose se modifia profondément dans la perception collective. La lumière, d'abord conçue comme simple outil technique, devint un signal. Le projet débordait de son périmètre pour toucher la vie quotidienne. Des enfants lisaient dehors à la tombée du jour, des femmes cuisinaient sans craindre l'obscurité, des anciens priaient sous des toits devenus clairs. Cette clarté nouvelle n'était pas un supplément. Elle redéfinissait l'utilité même de l'infrastructure. Les radios locales relayaient ces scènes, créant un effet d'accélération sociale. On ne parlait plus seulement de pistes, mais d'un territoire qui s'éclairait par sa propre main-d'œuvre. Les sceptiques, eux, réalisèrent que l'enjeu n'était plus seulement logistique, il était civilisationnel. Dans ce moment précis, Ibrahim Traoré fit une brève apparition, rappelant que la lumière est la première forme de souveraineté. La phrase circula d'un village à l'autre, donnant à cette étape un statut pivot. Le chantier n'était plus un défi imposé au désert, mais un miroir tendu à tout un peuple. Les répercussions concrètes apparurent d'abord dans la vie des populations locales. Les villages proches du chantier virent leur nuit se transformer. Les panneaux solaires installés pour l'aéroport alimentaient désormais des foyers qui n'avaient jamais connu une lumière stable. Les enfants pouvaient étudier après le crépuscule, les femmes cuisinaient sans redouter l'obscurité. Et les anciens retrouvaient un espace de prière serein. Cette amélioration immédiate du quotidien donnait au projet une dimension intime. Il ne s'agissait plus d'un pari national, mais d'un changement tangible dans les gestes les plus simples. La confiance montait à mesure que la lumière s'installait. Dans le plan socio-économique, une dynamique inattendue se déploya. Les récoltes collectives servirent à nourrir les ouvriers. Les artisans redonnèrent vie à des ateliers improvisés, capables de transformer des pièces abandonnées en matériaux utiles. Les associations locales organisèrent des collectes pour soutenir les volontaires. La solidarité prit la place de la dépendance et l'absence de prêts extérieurs ne fut plus perçue comme une faiblesse, mais comme une opportunité d'inventer des solutions autonomes. Les ministères coordonnèrent leurs efforts sans intermédiaires internationaux, montrant qu'une administration locale pouvait orchestrer un chantier d'envergure. Le projet devint un moteur social. Les nations voisines observèrent ce mouvement avec une attention croissante. Au Ghana, des étudiants lancèrent le programme Construire sans emprunter. Au Sénégal, les prêtres organisèrent des veillées pour soutenir ceux qui bâtissent le ciel. Au Kenya, un enfant écrivit sur le mur de son école « Un jour, nous construirons aussi notre propre ciel ». Cette diffusion symbolique indiquait qu'un nouveau langage politique circulait dans la région. Un langage né non d'un sommet diplomatique, mais d'un chantier poussiéreux. La figure d'Ibrahim Traoré, évoquée dans des débats publics à Bamako et Accra, incarnait une forme d'audace devenue référence. Enfin, sur la scène internationale, l'évolution fut tout autre. La tonalité changea radicalement. Là où les chancelleries parlaient autrefois de « isolement », elles évoquaient désormais un risque d'autonomie africaine par l'infrastructure. Les rapports occidentaux mentionnaient la possibilité d'un nationalisme technique, c'est-à-dire la capacité d'un pays à produire de grands ouvrages sans passer par les circuits financiers habituels. Un mémo confidentiel de Washington résumait l'inquiétude. Ce n'est pas le béton qui nous menace, mais la foi organisée. Le modèle burkinabé, né des contraintes, devint objet d'étude. Les sanctions, pensées pour freiner, avaient en réalité unifié le pays. Dans cette mosaïque d'effets, un fil conducteur se dessinait. Chaque progrès,
chaque lumière, chaque piste tracée renforçait l'idée qu'un peuple pouvait s'élever sans permission. Et dans le désert illuminé, la démarche d'Ibrahim Traoré prenait une portée qui dépassait de loin la construction d'un aéroport. Au terme de plusieurs mois d'avancée visible, 3 trajectoires distinctes commencèrent à émerger, chacune dessinant une manière différente d'habiter les 12 prochains mois. Le scénario de base reposait sur la continuité. Les équipes maintiendraient le rythme actuel, les volontaires se renouvelleraient naturellement et les structures déjà engagées poursuivraient leur montée. Les tours de contrôle seraient finalisés, les systèmes énergétiques connectés à une dizaine de communes et les ateliers techniques, nés de la nécessité, deviendraient des unités locales capables de produire acier, verre et câblage. Cette perspective, prudente, pariait sur la stabilité sociale. Elle montrait un pays prêt à transformer l'effort collectif en méthode durable, sans dépendre d'un événement extérieur pour avancer. Un scénario optimiste allait plus loin en imaginant une propagation du modèle. Les ateliers du Sahel se convertiraient dans micro-usines modulaires. L'agriculture tirerait profit des réseaux solaires pour stabiliser l'irrigation. Des routes locales se développeraient grâce au même principe d'ingénierie frugale utilisé pour l'aéroport. Les écoles d'ingénierie absorberaient les volontaires pour coder leurs apprentissages. Et le pays deviendrait un laboratoire de souveraineté technique. Si cette dynamique s'enclenchait, le Burkina Faso pourrait inspirer une vague régionale portée par les nations déjà attentives aux avancées du projet. Dans cette version, le chantier ferait plus que réussir. Il redéfinirait la notion même d'autonomie. Le scénario pessimiste, quant à lui, reconnaissait les pressions extérieures, des sanctions renforcées, des cyberattaques, des restrictions sur les matériaux ou une campagne médiatique hostile pourrait ralentir l'élan. Les retards deviendraient probables, certaines équipes s'essouffleraient et la coordination pourrait se compliquer. Pourtant, même cette hypothèse ne signifiait pas échec. Le symbole solidement ancré dans la conscience collective survivrait aux obstacles. Le savoir-faire acquis, les ateliers créés, les réseaux sociaux locaux, tout cela continuerait d'exister. La structure morale précédant la structure matérielle, aucun contretemps ne pourrait effacer ce renversement psychologique. À travers ces 3 chemins, une seule recommandation se dégageait, raisonner en termes de trajectoire, non d'instantané. Les projets qui transforment un pays ne se jugent pas à la vitesse des grues, mais à la capacité d'un peuple à maintenir une direction commune. Et dans le cas du Burkina Faso, cette cohérence demeurait le moteur le plus puissant. Dans la vie quotidienne, le chantier devint un repère silencieux. Les familles vivaient ces avancées comme un rappel qu'un effort collectif pouvait transformer des habitudes anciennes. Les jeunes y voyaient une preuve que leurs gestes comptaient réellement. Les travailleurs de retour au village racontaient non la difficulté, mais la dignité ressentie en participant à une œuvre commune. Pour ceux qui observaient de loin, l'essentiel n'était plus la technique, mais la sensation qu'un peuple reprenait la main sur son propre horizon. Cette énergie, discrète mais réelle, reliait chacun à l'idée qu'une action partagée pouvait changer l'échelle d'un pays. La méthode proposée reposait sur une progression simple et mesurable. Pour commencer, stabiliser l'énergie solaire sur le corridor central afin d'assurer une fourniture continue. Ensuite, structurer une école technique capable de transformer l'expérience du chantier en apprentissage transmissible. Puis, consolider les ateliers nés de la débrouille en petites unités capables de produire acier, verre et pièces essentielles. Par ailleurs, tisser des coopérations africaines d'égal à égal, fondées sur l'échange et non la dette. Enfin, inscrire durablement la discipline collective dans les institutions locales pour éviter la dispersion de l'élan. Le frère de poussière revint un soir sur la piste encore tiède. Autour de lui, les ouvriers regardaient leur œuvre avec un silence qui valait autant que les discours. Ibrahim Traoré, présent en retrait, laissa cette scène parler d'elle-même. Le lien formé sur le chantier devenait un symbole, celui d'un pays qui avait appris à avancer sans attendre. La ligne tracée dans le sable ressemblait moins à une piste qu'à une promesse tenue. Ce récit n'appartient pas seulement à un pays, mais à tous ceux qui cherchent un chemin pour se relever. Si l'histoire résonne, partage-la, discute-la, transmets-la. Les idées ne changent pas le monde seul, elles se propagent par les voix qui osent les porter. Et peut-être qu'en parlant de ce ciel construit de main nue, tu permettras à un autre de tracer le sien.